Bienvenue, c'est Passion Patrimoine. Aujourd'hui, je reçois une personne qui est déjà assez connue, je pense. Il s'appelle Karl Toussaint Duwatz et il est motivational speaker et associé chez Hesiod. Bonjour Karl. Bonjour Karine, je suis ravi d'être là, merci. Alors ça veut dire quoi motivational speaker? Conférencier, je trouvais ça ringard. Et en fait, c'est pas des conférences, c'est qu'en fait, ce qui m'inspire, c'est de motiver les gens. Et alors, malheureusement, je suis trempé dans la culture américaine. Donc, motivational Ouais. speaker, ça veut dire que j'interviens dans les entreprises pour leur redonner la pêche, leur redonner confiance en eux et les impulser pour de nouveaux horizons. Et j'adore ça. Alors, Hesiod, tu es associé chez Hesiod. On va voir un petit peu la genèse de cette société et puis toute l'histoire aussi. C'est une plateforme, c'est la première plateforme française de fonds communs crypto à destination des CGP et des professionnels de la finance. Exactement. Mais tu es quand même un serial entrepreneur avant tout, non? C'est terrible, avoir 45 ans. Et je suis entrepreneur depuis que j'ai 20 ans. Ouais. En fait, c'est ça qui m'anime, c'est de créer ce qui n'existe pas. Ouais. Et probablement un très mauvais repreneur d'entreprise, mais un bon bâtisseur. Ouais. Bon, on va justement balayer ton parcours et moi, j'ai aucun doute sur le fait que l'émission va être passionnante. Il va falloir qu'on s'arrête à un moment donné. Mais vraiment, rien en la préparant, je me suis régalée. Alors, on va partir du début. Alors, pas du tout début. On va pas partir du tout petit Karl qui était réfractaire à toute forme d'autorité. Hein. Mais on va partir sur le Karl qui a 20 ans, qui débute sa carrière professionnelle à New York et qui se dit, moi, je veux pas d'un stage. Je vais direct fonder ma première société, une société de distribution de matériel informatique. Tu peux me raconter un peu? Effectivement, école de commerce, l'ISG pour ne pas la citer. Et dans la dernière année du parcours international du cursus ISG, tu fais une année du tour du monde, ce qui est extraordinaire. Donc on a passé 6 mois en Asie, Japon, les dragons à l'époque, et les 6 derniers mois à New York. Et pour concrétiser ton diplôme, tu dois trouver un stage. Ce qui est normal, c'est le tremplin vers le monde de l'entreprise. Et en arrivant là-bas, moi je dis à mon directeur d'école, mais moi je veux pas de stage, moi je veux vivre le rêve américain, avec toute la candeur de mes 20 ans. Et je lui dis, présente-moi quelqu'un qui pour que je crée quelque chose. Je ne savais pas quoi encore, mais je voulais entreprendre. Et il me présente un ancien de l'école qui vient faire un salon professionnel à New York quelques jours après et qui cherchait un espèce de vendeur pour lui filer un coup de main sur le salon. Donc je le rencontre par le réseau de l'école. Et le salon se passe très bien. Et à la fin du week-end, il me dit, je reviens dans 15 jours pour aller faire un salon à Atlantic City. Est-ce que ça te dit de refaire le coup avec moi? Et je lui dis, non, mais moi, t'as pas compris. Ton truc, c'est super. Je veux devenir ton distributeur exclusif aux États-Unis. Mais je lui dis avec beaucoup de direct comme ça. Et il dit, OK. Et c'est comme ça que j'ai créé ma première société. L'adresse, au départ, c'était 67 Wall Street. Et puis, au bout de quelques mois, comme l'activité grandissait bien, je me suis installé au 33e étage de la tour 1 du World Trade Center. Donc, c'était en 99, ça. 99, alors justement, on voit tout de suite où on va en arriver. Tu as été très très marqué puisque 11 septembre arrive 2001. Alors tu n'étais pas dans les tours, tu étais en France pendant ce temps-là, mais tu m'as justement confié le fait que ça t'a énormément marqué. Qu'est-ce que ça t'a enlevé, cette catastrophe, ou apporté au final à long terme? Dis-toi bien que tous les matins pendant 3 ans, je prenais la ligne verte du métro et je sortais. Et quand tu sors de la ligne verte, devant toi, il y avait les tours. Et ça a été mon quotidien tous les jours, 6 jours sur 7. Et heureusement, je n'étais pas sur place, mais rien que d'en parler, ça me glace le sang. Et je me souviens encore, 2-3 mois après, quand on a pu revenir, parce que les couloirs aériens ont été fermés aux États-Unis pendant très longtemps. Et quand je suis revenu, la première chose que j'ai fait, j'habitais dans le village, au West Village à New York. Donc j'ai pris tout de suite le métro pour aller sur place. J'en ai des frissons rien que d'en parler. Et la première chose, je m'en souviens encore, qui m'a complètement marqué, je l'ai encore, c'est cette odeur d'acide sulfurique dans le métro, encore en sous-sol. On avait déversé des quantités, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Il faut se rappeler qu'en 2001, à ce moment-là, on pense que c'est la Troisième Guerre mondiale qui va se déclencher. Il y a George Bush sur les décombres qui dit on part en guerre. Et moi, je passais ma vie dans les avions, puisque je sillonnais les États-Unis comme on sillonne la France en voiture. Et donc, d'abord, j'ai eu peur pour ma vie. Et je me suis dit, je ne peux pas continuer, en tout cas, cette activité.
Et donc, d'abord, j'avais tout perdu, parce que tout mon stock de matériel informatique que j'achetais, qui venait de France, que je mettais en transit dans mes bureaux avant de le réexpédier. Et que tu réexpédiais. Et que je réexpédiais. Donc, j'ai tout perdu, une quantité importante. Et le consulat m'a dédommagé de manière dérisoire. Et donc, je suis rentré une main devant, une main derrière chez mes parents. Et là, je dois tout recommencer. Alors que j'avais vraiment bâti une très belle réussite entrepreneuriale. Mais ça m'a énormément marqué. De toute façon, ça nous a tous marqué. Ouais, j'imagine. Sauf que dis-toi bien que quand ça arrive, j'ai une petite amie à ce moment-là aux États-Unis qui m'appelle, qui savait que j'étais en France. Elle me dit, mais rassure-moi, t'es pas là, quoi. Et je ne savais pas de quoi elle me parlait. Et j'allume la télévision et je vois mon bureau en flammes, quoi. Donc c'est très, très, très marquant. Et j'ai passé beaucoup de nuits à cauchemarder en me disant, est-ce que si j'y avais été, j'aurais pu m'en sortir ? Sachant que pour l'ironie du sort, quand tu es un petit locataire, ce qui était mon cas, j'avais un petit bureau, plus tu es petit locataire, plus tu es en bas dans la tour. Donc tu aurais peut-être eu une chance. Je crois qu'il y avait 110 ou 120 étages. Moi, j'étais au 33e. Donc finalement, les premiers ascenseurs, ils arrivaient là. Entre 0 et 33, c'était les bureaux administratifs. J'imagine qu'on calcule tout après, si on y avait été. Mais j'y ai pensé des centaines de fois. Est-ce que je m'en serais sorti, etc. Alors, tu restes en France et là, tu te recentres sur ta formation initiale. Tu deviens consultant en recrutement. Là, tu te spécialises vraiment dans les métiers de la finance. Et puis, chasseur de tête dans un grand cabinet parisien. Donc là, on a l'impression d'un Karl qui est focus, là, qui est motivé et qui lâche plus sa proie. Je veux me redonner mon impulsion. Je dois remplir mes caisses qui sont vidées, finalement. Je repars vraiment from scratch. Et puis un petit peu marqué quand même, parce que c'est un peu traumatisant, cet événement du World Trade. Mais très, très rapidement, quand je dis très rapidement, c'est en quelques mois, me revient cette envie plus forte que toi, qui vient des tripes, de recréer quelque chose. Et comme je travaille pour le compte de cabinets de gestion de patrimoine, je passe ma journée à recruter pour eux des conseillers qui leur génèrent beaucoup de valeur et qui leur aident à développer leur entreprise. Et donc très rapidement, je me dis, écoute Karl, tu vas arrêter de le faire pour eux. Tu vas le faire pour toi. Je vais le faire pour toi. Et ça, c'est quelques mois. Moi, j'ai été salarié 3 mois dans ma vie. Et à ce moment-là, il me manque juste un élément, parce que moi, je pense qu'on marche bien sur 2 pattes. Et en tout cas, c'est comme ça que je voulais le faire. Je voulais un associé complémentaire de mes compétences. Et le hasard du destin, la loi de l'attraction, parce que je crois vraiment à ça, me met sur ma route Stéphane, qui a été mon associé, que je rencontre dans le cadre d'une mission de recrutement pour le compte d'un client. Sauf que je ne lui ai jamais présenté Stéphane, je l'ai gardé pour moi. Et c'est comme ça qu'en 2005, on est parti monter notre cabinet à Bordeaux. Stéphane Van Uffel, avec qui tu crées Net Investissement. Exactement. Alors en fait, on crée Vast & Van, donc Toussaint Duvast et Van Uffel, en 2005 à Bordeaux. Et rapidement, quelques années après, je lis le bouquin de Pierre Kosciusko-Morizet qui raconte l'histoire de Price Minister. On est dans les débuts du e-commerce. Et il raconte comment il galérait à lever 50 000 francs à l'époque pour essayer de développer son activité. Pour l'anecdote, il a revendu Price Minister 150 millions d'euros à Rakuten 10 ans plus tard. Je lis ce bouquin, il y a une espèce de révélation cosmique en moi. Et on est en plein mois d'août et je dis à Stéphane, Steph, il faut qu'on aille sur Internet. Il faut qu'on mette notre métier sur Internet. Je parle d'un métier, parquet, moulure, cheminée, costume, cravate, guide fiscal Lefebvre à droite et stylo Montblanc. Donc tu es à l'antipode de ce que le web est. Et moi, j'ai voulu complètement casser, complètement disrupter, c'est le mot qu'on emploie maintenant, ce secteur d'activité, cette profession qui était tellement perçue comme réservée à l'élite. Moi, je voulais être le Robin des Bois, le chevalier blanc, le démocratiseur de cette activité et la rendre accessible à tous. Et c'est comme ça qu'on crée un peu seul contre tous en 2010, mais totalement convaincu de la révolution qui va arriver. Cette révolution aussi, elle se matérialise par les cryptos. Tu as une passion, on peut le dire. Oui, complètement. Je suis cryptophile passionné. Ouais. Ça se dit, ça, cryptophile ? En tout cas, c'est ce que je dis. Allez. Alors, on rappelle un petit peu le contexte. Est-ce que tu te rappelles, toi, de la toute première fois où tu en as entendu parler, où tu t'es dit, ce truc-là, putain, ça m'intrigue ? Alors, ce qui est très drôle, c'est que je joue au rugby depuis très longtemps et j'ai un très bon copain à moi qui est un ingénieur. Donc, quand il te parle, tu ne comprends pas toujours, parce qu'on n'a pas la même fréquence de vue des choses. Et en 2015, il me parle du minage de Bitcoin et je ne comprends rien. Et c'est très clair pour lui. Mais comme je ne comprends pas, je ne fais pas l'effort d'aller creuser. Et puis, dans mon activité de net investissement, je devais en permanence être en veille des nouvelles tendances, des nouveaux produits, des nouvelles classes d'actifs, des nouvelles évolutions de consommation. Donc, je suis un énorme consommateur d'informations sur Internet pour voir un peu, palper un peu le coup d'après. Alors, Bitcoin, on va rappeler aussi ce que ça veut dire. Bit, c'est unité d'information binaire. Coin, bien sûr, c'est la pièce de monnaie. C'est le fameux or 2.0. C'est l'or digital, c'est la réserve de valeur digitale. En tout cas, c'est comme ça qu'on le considère aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est
c'est rien, c'est comme de te donner une carte Pokémon à l'époque. Une part de pizza, on va en Ouais, parler on quand va en même. parler, on va en parler. Mais donc voilà, il me parle de ça, je comprends pas tout, et puis à un moment donné, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, revient dans mes recherches finance, on va dire, cet écosystème qui évidemment vient des États-Unis, donc les Américains ayant toujours 10 ans d'avance. À un moment, je me dis, attends, je vais aller creuser ça. Et je découvre un univers qui est en train de bouleverser la finance, mais qui bouleverse les modes de consommation et le rapport que les êtres humains ont avec l'argent et les transactions financières. Traditionnel. Ouais, alors tu te payes avec ton téléphone portable aujourd'hui sans contact, mais c'est en euros. Mais la transaction, ensuite, quand elle part dans les réseaux, elle est acheminée par plein d'intermédiaires. Et tout ça, c'est assez lent. Entre le moment où j'ai payé mon boulanger, ma baguette de pain, et le moment où il va toucher l'argent, il va se passer plusieurs jours. C'est lent et surtout, ça coûte de l'argent. Et ça coûte de l'argent. Et là, je découvre en fait l'extraordinaire puissance de la blockchain, parce que le Bitcoin, c'est bien, mais c'est surtout la technologie qui repose derrière, et surtout, en quoi elle va changer le monde. Et aujourd'hui, je réalise que ce qu'on appelle très grossièrement et vulgairement les cryptos, c'est plus puissant que l'arrivée d'Internet dans les années 90. Ça va être plus impactant au niveau de la planète entière pour tout ce qu'on peut imaginer, la santé, l'assurance, les voyages. Mais on n'est qu'au tout début encore. On n'est qu'au tout début. Et c'est ça qui me passionne vraiment. Alors, puisqu'on parle de début, on va revenir au tout début, justement, pour faire un peu d'histoire. Et puis, pour apprendre aussi à ceux, peut-être, qui sont passionnés, qui ne le savent pas, ou pour rappeler, rafraîchir l'idée des gens qui le savent déjà. 15 septembre 2008, crise des subprimes, une véritable tempête s'abat sur les marchés financiers à cause de la fameuse banque Lehman Brothers qui se déclare en faillite. On peut dire qu'à l'époque, le monde de la finance connaît une crise sans précédent. Les marchés dévissent, la confiance dans la finance explose, on scrute les USA parce qu'on craint forcément des dommages collatéraux, j'imagine. On appelle un risque systémique en finance, c'est-à-dire un effet domino. Tu t'en rappelles de ça ? Ah bah oui, je travaillais dans la finance déjà depuis plusieurs années. Comment tu as vécu cette journée, 15 septembre 2008 ? Tu l'as vu venir ? Bah, ce serait bien présomptueux, mais quand tu es au cœur de l'activité et que tu es professionnel dans ton travail, c'est-à-dire que tu regardes ce dans quoi tu fais investir tes clients, tu te rends bien compte que le niveau de valorisation des marchés est... alors, je ne prétendrai pas être aussi visionnaire que Michael Burry, qui est le fameux personnage qui est joué dans le film de Big Short, qui lui avait vu les choses arriver et qui avait fait le pari à l'inverse, étant convaincu que les marchés allaient s'inverser, ce qui n'est pas mon cas, mais je pressentais bien un pic de valorisation qui était un peu survitaminé, surdopé, qui était irrationnel. Voilà. En termes de volume, en termes de quoi ? Valorisation. De valorisation. Je n'avais absolument pas vu l'origine des subprimes, c'est-à-dire le fait qu'on ait donné des notes de produits financiers triple A, c'est-à-dire le top du top en termes de sécurité, alors qu'ils étaient pourris, je ne l'avais absolument pas vu. Mais de manière beaucoup plus macroéconomique, de manière beaucoup plus générale, je voyais bien qu'on était sur un haut de cycle de marché. Mais notre activité était encore naissante, donc l'impact pour nos clients était, heureusement pour nous, dans notre petitesse, ça a été minime. Ça arriverait aujourd'hui, ce serait beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, on a pris des positions chez Net Investissement beaucoup plus prudentes, sentant arriver une nouvelle vague là, à nouveau. Même parce que notre taille de marché. T'avais quel âge en 2008? C'est une bonne question. Donc c'était il y a 14, c'est ça? Ouais. J'avais 30 ans. Est-ce qu'on pourrait dire que le Bitcoin est né dans un climat de défiance ? Le Bitcoin est né, comme souvent les énormes révolutions civilisationnelles, par la confluence de plein de paramètres. C'est jamais pour une raison isolée. Satoshi Nakamoto, qui est le nom qu'on donne à l'inventeur du Bitcoin. Créateur, avec la première ligne de script identifiée le 31 octobre 2008. Voilà. Eh bien, c'est pas un hasard si ça arrive à ce moment-là. C'est arrivé au lendemain des subprimes. Et je peux pas séparer ces deux phénomènes-là. Donc tu as le fait que le monde se rend compte que le système financier et bancaire s'est payé la tête des habitants. Tu as une défiance mondiale des populations vis-à-vis des instances gouvernementales, politiques, etc. Et la technologie permettant simultanément dans ce moment de cycle civilisationnel, ça n'aurait pas été possible il y a 15 ans la blockchain. Il fallait un débit Internet, des ordinateurs suffisamment puissants. Et donc c'est une confluence de plein d'événements qui font qu'arrive à ce moment-là, Satoshi, à mon sens, le mec n'est pas seul, je pense que c'est un groupe
de geeks anarchistes. Alors, c'est comme on ça parle que... de passionnés par la dématérialisation des monnaies qui s'est créée a priori autour des années 1999 à San Francisco. Les cyberpunk. Les cyberpunk, exactement, et qui échangent sur un réseau, le Bitcoin Talk, pour protéger la vie privée sur les réseaux grâce à la cryptographie, d'où le nom, crypto-monnaie. Et ils utilisent des réseaux pair à pair sans passer par des réseaux centraux. Alors moi, on en a parlé déjà en préparant cette émission, ça m'a rappelé le fameux Linux à l'époque. Tu penses qu'il y a une dimension un peu politique, sociétale dans la crypto ? Alors elle l'est maintenant. Elle l'est maintenant. Ce serait bien présomptueux de ma part que de présager de la vision de Satoshi. On ne peut que l'interpréter. Je ne sais pas s'il pouvait prévoir ou imaginer où en serait le Bitcoin aujourd'hui, mais en tout cas, il avait un objectif désintéressé, totalement humanisé. D'ailleurs, il l'a donné finalement. Il a fait ce don, il reste anonyme, il l'a donné à l'humanité. C'est un cadeau divin quelque part, Satoshi. Mais tout ça ne peut être possible que parce que 98% de la planète était connectée à Internet. Tu parlais de Linux. Linux, c'est un système informatique qui était réservé à des informaticiens, c'était très fermé. Pour que le Bitcoin s'émancipe et amène avec lui cette révolution, il fallait un tuyau, c'est Internet. Donc c'est pour ça que je te parle de confluence d'événements et c'est ça qui est absolument passionnant. Internet qui a permis la première transaction, en tout cas commerciale, concrète du Bitcoin. Alors je rigolais tout à l'heure avec les parts de pizza, mais c'est vrai, puisqu'il y a eu une proposition par ces fameux passionnés. J'offre, je ne sais pas, est-ce que tu saurais me dire le prix de ces 2 parts de pizza à qui voudra l'entendre ? Alors, c'est 10 000 bitcoins. 10 000 bitcoins. J'imagine que devait coûter $10 ou $8. Donc, vous faites le calcul. Mais 8 ou $10 à l'époque, c'était 10 000 bitcoins. Au moment où on se parle, le bitcoin est à 20 000. Ça fait un peu d'argent. Ouais, 10 000 fois 20 000, ça fait des milliards. Ouais. On ne sait toujours pas qui c'est, le fameux Satoshi Nakamoto. Et on ne saura jamais. Nakamoto, on ne sait pas. Et on ne c'est sait pas s'ils sont 2, s'il est seul. En tout cas, il s'est retiré depuis plus... de quelques années. Mais ce qu'il voulait, est-ce que tu penses que c'est bien ne plus subir aucune pression des États ? Alors, c'était sa volonté, c'était son objectif, mais ça reste une utopie. Mais en revanche, parce qu'on le voit avec la réglementation, je pense qu'on va en parler, et c'est nécessaire finalement. Sinon, c'est le Far West, et dans le Far West, il y a aussi beaucoup de choses pas terribles, on va le dire comme ça. Donc la réglementation, elle est nécessaire. Mais pour que ça fonctionne, effectivement, la philosophie même du blockchain, c'était de redonner le pouvoir aux utilisateurs. Si je faisais une phrase populiste, sans passer par un tiers. Je dirais redonner le pouvoir au peuple. Donc sans passer par un tiers. Tiers qui, je le rappelle, est une poignée d'institutions. Donc je pense qu'il voulait casser ce système oligopolistique, c'est-à-dire quelques entités très puissantes qui contrôlent et redonner le pouvoir aux utilisateurs. C'est la philosophie des mineurs. C'est-à-dire quand tu es actif sur une transaction, tu es payé, en Bitcoin aussi. En Bitcoin ou en crypto. Alors il a disparu depuis le 12 décembre 2010 avec un portefeuille qui arbitrait plus de 1 million de bitcoins et qui n'ont jamais quitté son portefeuille. C'est une légende quand même ce mec, non ? Est-ce que c'est le fameux Alfiné ? En tout cas, c'est le premier qui a reçu une transaction en bitcoin, mais qui est décédé en 2014 de la maladie de Charcot, donc ça entretient encore plus la légende. Toi, en tant que passionné, t'as pas eu envie un peu de creuser ? Est-ce que tu as le livre blanc, tu l'as lu toi ? Bien sûr, je l'ai lu. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est un peu les 10 commandements. 9 pages ? C'est sa philosophie. C'est très court. C'est très court. Je l'ai lu en anglais. Je sais pas s'il existe. Oui, j'imagine qu'il a été traduit en français. Et c'est sa vision. Et puisque tu me poses la question, mais ce n'est que mon avis personnel, je n'ai pas la réponse. Il l'a fait de manière altruiste. C'est un don à l'humanité. Et je suis convaincu qu'il n'avait aucun objectif capitalistique ou économique derrière. C'est un don à l'humanité. Et puis je pense aussi un pied de nez aussi au système, un moyen de lui dire, voilà, on est plus fort que vous et aujourd'hui on peut s'émanciper de vous. Le Salvador étant un bon exemple, la monnaie Salvador. Voilà, rappelons, le Salvador a reconnu le Bitcoin comme monnaie légale il y a un an, en février 2021, donc un peu plus d'un an. En 2021. Alors que d'autres pays l'ont interdit. Mais c'est en train de changer. Dont la Chine. Dans la Chine, le Brésil, etc. Beaucoup de pays d'Afrique. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? C'est que la monnaie du Salvador était tenue par le dollar. Donc c'est les Américains qui décidaient de la volatilité, donc ils n'étaient pas libres. Et les Salvadoriens se retrouvent du jour au lendemain avec une monnaie souveraine,
plus dépendantes d'un État qui les contrôle. C'est complètement dingue. Et ça, c'est merveilleux. Et je pense que c'était un des fantasmes de Satoshi. C'est comme ça que je le vois. Détacher de la souveraineté S'émanciper. du dollar, mais aussi peut-être se diriger vers une société sans cash, avec ce qu'on voit en ce moment, hein, tu le disais. Tu m'as dit un chiffre très important hier, plus de 90% d'émissions de billets cette année. Non, 25%. Non, mais c'est important, on va le remettre. C'est 25% des dollars en circulation dans le monde ont été imprimés au cours des 24 derniers mois. Ouais. 1 dollar sur 4, Karine. C'est incroyable. Mais c'est fou. On parle du dollar, on parle pas de... On parle du dollar. C'est-à-dire un quart de toutes les dollars ont été imprimés au cours des 24 derniers mois. Ça pourrait aussi aider à limiter l'inflation, en fait. Ah bah je pense que c'est ce qu'il y a à partager parce qu'on n'a plus de plus rien, on n'a plus de... On ne peut plus déterminer, on n'a plus de référentiel. On ne sait plus comment déterminer une valeur puisqu'en fait tout est artificiellement gonflé. On a distribué des milliards de dollars et d'euros à des gens pour qu'ils ne travaillent pas. Et donc maintenant, tu as des prix qui deviennent fous, comme une molécule dans ton corps qui devient anarchiste et qui devient incontrôlable. C'est exactement la même chose. Je rappelle que le Bitcoin, c'est 21 millions, il n'y en aura jamais un de plus. Un des éléments constitutifs de la valeur de tout actif, c'est sa rareté. L'or, pendant des années, a été une réserve de valeur, mais de vous à moi, on peut encore continuer à aller miner, au sens propre, pour le coup, dans les mines, de l'or. Le Bitcoin, on est à 18 millions aujourd'hui de Bitcoin sur le marché, et il en reste 3 millions à miner, ça va prendre encore 100 ans, et il n'y en aura jamais un de plus. Alors, on va, une fois qu'on a compris justement toute la genèse de la crypto, toi aussi ton passif, cet engouement, cette passion qu'on sent, hein, moi je te sens vibrer pour cette monnaie. En fait, on va maintenant s'intéresser, et c'est aussi surtout pour ceux qui nous écoutent, à l'intérêt d'investir. Et donc, pour comprendre l'intérêt, il faut savoir quel profil on est, j'imagine, et surtout savoir comment gérer aussi son attirance, son appétence envers le Bitcoin. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui combien coûte un Bitcoin ? Alors, au moment où on se parle, le Bitcoin est à 19 600 $. Il est monté à 67 000 $ en novembre 2021, ce qui a été ce qu'on appelle dans le jargon l'ATH, All-Time High, donc son point, sa valeur la plus haute. Et avant même d'aller plus loin, il faut tout de suite accepter et avoir conscience que si vous rentrez sur le marché des crypto-monnaies, vous rentrez dans un jeu à haute volatilité. À haute volatilité. Alors évidemment, à très court terme, là, il a perdu 70%. Donc les gens me disent « Ah, mais c'est nul, on t'avait dit, ça ne marchera pas. » On investit en fait dans du Bitcoin comme dans une assurance vie à long terme. On se dit c'est entre 5 et 8 ans et on n'y touche plus, c'est ça ? En tout cas, c'est de l'argent dont on n'a pas besoin. Règle d'or numéro 1, vous n'investissez dans les crypto-monnaies que ce que vous pouvez perdre. D'accord ? Règle d'or numéro 2, qui est valable d'ailleurs pour tout type d'investissement, vous investissez sur le long terme. Warren Buffett dit « Buy and hold ». Long term, toujours. C'est une règle d'or, acheter et conserver. Règle d'or numéro 3, c'est accepter d'avoir les tripes bien accrochées. Donc faites travailler vos abdos et votre planche parce que ça oscille fortement. Est-ce qu'on peut se lancer, après on va aller un peu plus dans le détail, hein, de toi, ta gestion, tes conseils, tes recos et aussi tes désillusions, hein, mais est-ce qu'on peut se lancer déjà sans passer par un CGP ou est-ce que tu ne le conseilles pas ? Parce qu'il y a plein de plateformes maintenant, les jeunes, là, les milléniums, ils investissent sur des cryptos. Alors on se l'est dit, hein, un petit montant, 30 € par mois, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même déjà le début de la constitution d'un patrimoine. Non, ce qu'on s'est dit surtout, c'est que les millennials, ils ne font que ça. Ouais. Alors, effectivement, c'est des petits montants, donc je dis toujours, au pire, si le système s'effondrait vraiment, ça les ruinerait pas. Et puis comme leur meilleur capital, c'est leur jeunesse, ils pourront toujours se refaire. Je suis bien placé pour le savoir. Je suis rentré, je me suis refait à 22 ans, j'avais tout perdu. Donc non, mais c'est intéressant de voir à quel point eux, ils ne conçoivent aucun autre support d'investissement que les cryptos. Maintenant, pour répondre à ta question... Et pourquoi ? Excuse-moi, je rebondis sur ce que tu dis. Pourquoi ? Parce que ça va vite, il n'y a pas de pair, c'est presque intuitif, il y a le côté un peu anarchiste, révolutionnaire. Je ne sais pas s'il y a l'anarchie, mais irrémédiablement, ils sont nés avec un smartphone. L'absence d'intermédiation est une évidence pour eux. Un banquier, pour eux, c'est un dinosaure incompréhensible. Ça leur vient même pas à l'idée d'aller en voir un. Donc, ce n'est pas une question de frais, machin. C'est qu'ils passent leur vie sur Internet, c'est évident. Les langages, les codes... Ils les ont déjà. Ils les ont. Et après, d'ailleurs, ils n'ont pas besoin de nous. Hein. Je veux dire, ils n'ont pas besoin de nous. J'ai plus à apprendre d'eux qu'eux de moi, hein, clairement. Mais on va dire que les jeunes ont moins de sous, normalement, que les quadras et les quinquas. Donc, moi, je travaille plutôt avec les gens qui ont un besoin de réorganiser et puis de se dire « Attends, ça m'intéresse, mais je ne comprends pas ». Les jeunes, ils y vont tout seuls. En revanche,
Le problème de la jeunesse, c'est souvent, ça peut être la naïveté et une forme de candeur, et puis une forme de candeur. C'est-à-dire que dans l'univers des crypto-monnaies, on parle beaucoup du Bitcoin depuis tout à l'heure. Oui, on peut parler aussi de l'Ether, plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Voilà. Il y en a 21 000 au moment où on se parle. Il y en a 90%, 99% qui ne sont rien d'autre que de la pure spéculation vide. Et le problème, c'est que ces jeunes, passant leur vie sur les réseaux sociaux, peuvent être à un moment donné happés par des influenceurs plus ou moins objectifs, si vous suivez ce que je veux dire, qui sont payés en fait pour faire la promotion d'un coin, donc d'une crypto, qui est une pure escroquerie en tout cas. Il faut se le dire. Voilà, il faut être très vigilant. Et dès que vous voyez, voilà la prochaine crypto qui va faire 4000%, je vous invite à fuir avec vos 2 jambes tout de suite. Ce qui alerte, donc rappelons, quand on se lance dans les cryptos sans CGP, sans justement conseil averti et professionnel, c'est un montant comme ça, trop sexy, trop énorme de rendement. Donc est-ce que tu as des petites astuces, des choses qui tout de suite doivent te faire stop, je vais vous en donner une qui est universelle, c'est que déjà, on ne peut pas annoncer un rendement. Déjà. Et alors, si on peut annoncer... Une promesse, c'est pas possible. On peut annoncer 2% de rendement parce que c'est un livret A qui est garanti par l'État. Oui, voilà. Mais sinon, la notion de taux, elle déjà à fuir. Alors, on a un objectif de rendement théorique en fonction de plein de paramètres. 4, 5, 6%, ok. Quand tu vois une vidéo ou un post sur Insta ou sur TikTok qui te dit « cette crypto va faire 1000%, ça ne joue que sur la crédulité et la cupidité des gens. Et tu as à peu près 100% de chance de te faire avoir. Donc fuyez. Deuxième règle d'or, les crypto-monnaies ou les crypto-actifs doivent impérativement reposer sur un modèle économique réel. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un business model derrière. Tout ne peut pas valoir n'importe quoi s'il n'y a pas un modèle économique réel et probant. Or, dans l'écosystème de toutes les crypto-monnaies du marché, il y en a une 50aine qui reposent sur un modèle économique opérationnel qui génère du chiffre d'affaires, il y a des sociétés qui font appel à leur technologie, et tout le reste, c'est n'importe quoi. Oui, mais ça, comment tu peux le savoir? Alors, tu es jeune, tu vas sur un site, une plateforme, où tu réponds, comme tu dis, à une pub, à clic-clic. Comment est-ce que tu peux connaître le modèle économique du mec qui est derrière et qui t'envoie un spam? Eh bien, Karine, c'est exactement la raison pour laquelle il faut passer par un professionnel dont c'est le métier et que tu payes pour ça. Lui, son travail, c'est de faire le tamis, en fait. Un CGP, il fait le filtre. Quand tu passes par un conseiller financier ou un conseiller en crypto ou un CGP qui est spécialiste de cet écosystème, c'est lui qui doit séparer le bon grain de l'ivraie. Sinon, et c'est là aussi la philosophie du pair à pair et de ce qu'on appelle la DeFi, donc la Decentralized Finance, la finance décentralisée, c'est que tu es seul livré à toi-même. Donc tu prends tes responsabilités. Mais comme on a la chance de faire ce podcast, j'en profite pour dire, les enfants, faites attention parce que c'est le meilleur moyen de vous faire avoir. Et même, j'irai plus loin, il y a déjà tellement de valeur à gagner sur les 10 premières. Il y a une probabilité de réussite beaucoup plus importante. Alors, vous ne ferez pas 4000%, ok ? Mais le Bitcoin, depuis sa naissance, c'est 170% de performance annuelle en moyenne. C'est pas mal. C'est pas mal, en effet. C'est pas mal. C'est mieux qu'un livret A. C'est mieux qu'un livret A. Alors, c'est pas garanti. Et là, c'est moins 70 depuis 6 mois. Ok. Ouais. Depuis sa création, en moyenne chaque année, le Bitcoin est la meilleure classe d'actifs, toutes classes d'actifs confondues, mieux que n'importe quelle autre classe d'actifs. Mais en volume, c'est tout petit en fait, si on compare à d'autres classes d'actifs. C'est absolument marginal, mais je parle de l'investissement. Ouais. Si vous voulez vous lancer dans la crypto-monnaie, faites-le sur le top 10 déjà, sur le top 5. Voilà, initiez-vous, arrêtez d'aller partir sur ce qu'on appelle dans le jargon les shitcoins. Je te laisse traduire. Voilà. Non, mais je vois très bien, parce que même moi, j'ai eu une appétence pour les bitcoins. On en avait déjà parlé. Et je t'ai dit, oh là, ils sont spécialisés dans le cannabis, ils sont spécialisés dans, je sais pas, des approches ESG. Et puis, en effet, c'est des tout petits comme ça, soldats, et on ne sait pas ce que ça vaut vraiment. On ne sait pas depuis combien de temps c'est créé et jusqu'où ça va aller. Alors, justement, quelqu'un vient te voir et te dit, bonjour, je voudrais faire un peu de crypto. C'est quoi un premier rendez-vous découverte avec toi, Karl? La première chose, d'abord, c'est que je veux qu'il comprenne ce qu'il fait. Donc, s'il me dit je voudrais investir 5 000 € dans les cryptos, qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, je ne fais pas, parce que je ne fais pas du conseil en crypto en termes de vente, je fais de la formation. D'accord? Je veux former et éduquer. C'est-à-dire que toi, tu ne places pas pour les gens, non. Après, tu ne vends pas tu fais pas tout ce qui est fonds et placements. Par contre, Hésiode va le faire. Mais moi, à titre personnel, j'ai une société qui fait des conférences, donc on en parlait au début de ce podcast. Mais je ne leur donne pas du conseil en crypto. Je leur fais un panorama complet de leurs possibilités. Je les attire surtout sur
tous les points de vigilance qu'on a très rapidement évoqués là, et après, ils prennent leurs décisions. Parce que je ne peux pas le faire pour eux. Hésiode va apporter des solutions aux professionnels avec des solutions pour être la passerelle entre l'univers des crypto-monnaies et le particulier. Mais la première chose, mon premier rôle, c'est d'éduquer. Tu dois savoir ce dans quoi tu investis. Toi, tu as le particulier, le client final, ou tu as le CGP qui va ensuite... J'ai les deux. Tu as les deux. J'ai les deux, mais les CGP ou les particuliers d'ailleurs, le particulier va me dire dans quoi j'investis. Le CGP, il me contacte pour que je forme ses équipes sur « explique-nous ». C'est quoi ce truc, comment ça fonctionne en fait. Ils ont besoin de formation pour comprendre la philosophie de tout ça. Est-ce que tu as vu là, ces dernières années, et depuis quand, il y a eu une réelle appétence vers les cryptos, ou est-ce que tu sens au contraire que pour les CGP, vous êtes toujours un petit peu le ghost, enfin le blacklisté Ce qui est incroyable, Karine, c'est que, et c'était la même chose finalement quand on a lancé NetInvest. Tu as été l'un et tu es devenu l'autre, c'est ça? Le client est beaucoup plus en demande que beaucoup plus appétant que le CGP. Et pourquoi ça? C'est historique. D'abord, le CGP, il est installé dans sa routine. Il vend des Pinel. Il est dans sa zone de confort. Il vend son assurance vie, son PEA, ses produits structurés. Il connaît son truc, ça roule, ça rentre. C'est facile. Et puis, pourquoi changer quand ça rentre, quand ça roule? Et puis, on frappe une fois à sa porte pour parler de Bitcoin. Arrête, c'est de la merde, c'est de la merde. Et puis, une deuxième fois, puis une 10e fois, puis une 50e fois, puis une 100e fois. Et à un moment donné, il est forcé, il est contraint par ses clients qu'il sollicite, où il voit passer 1, 2, 3, 10, 50 affaires. Et par la force des choses, par le pouvoir du peuple, je dirais. Il se dit, il faut que j'en propose aussi. Il faut que je finisse par... Donc, il devient curieux, intéressé, et ensuite, il va être le porte-parole. Exactement. Sauf que le professionnel CGP, il a un boulet au pied, et c'est une contrainte importante, c'est la réglementation. Et il ne peut pas faire n'importe quoi. Si M. Martin ou Mme Chombier fait n'importe quoi, c'est son problème, elle l'a fait toute seule comme une grande sur Internet. Le conseiller financier, il engage sa responsabilité. Donc il lui doit de ne pas faire n'importe quoi à son client. Donc il lui doit de savoir où il va. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'au départ, il a un frein, le CGP, à aller sur des cryptos qui sont par définition très volatiles. Il ne sait pas en fait les résultats qu'il va faire. Le problème, ce n'est pas les résultats qu'il va faire, c'est qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Aucun CGP, aucun financier de la planète ne peut avoir la prétention de te dire comment les marchés vont évoluer demain. Personne. Sûr. Mais tu sais dans quoi tu investis, tu as tout un tas d'éléments et d'informations et d'outils pour faire de l'analyse, de regarder ce qui s'est fait dans le passé. Enfin, tu as ce qu'on appelle des métriques dans la finance qui te permettent de délivrer un service et un conseil qui est pertinent. Oui, et puis j'imagine à chaque fois de construire des scénarios qui sont à peu près réalisables. C'est sa valeur ajoutée aussi en termes de CGP. Oui, et puis il travaille des produits financiers dont ce qu'on appelle la volatilité, c'est-à-dire l'oscillation du produit est faible en vrai. Ça bouge, mais c'est pas la folie. C'est les produits sécuritaires. Non, un produit financier, même un fonds action, il va faire plus 10, moins 10. Dans le pire, ce qu'on appelle le max drawdown dans la technique, c'est-à-dire son oscillation la plus basse, le Bitcoin, c'est 70% de moins en 6 mois. Donc quand je discute avec des clients, je leur dis, attendez, préparez-vous, ça peut perdre 50% en 3 mois. C'est ce qui est arrivé. Tu crois que tous les CGP... dans leur deuxième rendez-vous, puisque le rendez-vous de découverte, c'est avant tout, on écoute le client. Dans le deuxième, on commence à lui parler placement, produit, proposition. Tu crois qu'ils ont intégré de plus en plus de parler des cryptos, ou tu crois que vraiment c'est de façon très sommaire parce qu'il a un client un peu tricky, risky en face de lui? C'est pas rentré encore dans les mentalités, tu penses? Quand j'ai commencé NetInvestissement en 2010, tous mes confrères me disaient « Karl, personne n'investira jamais d'argent sur Internet ». En 2020-2022, 99% du marché est sur Internet, à minima. C'est devenu une espèce d'obligation. Aujourd'hui, un CGP, dans, je pense, 8 cas sur 10, son client va lui poser des questions sur les crypto-monnaies. Pas pour avoir son avis, pas forcément pour investir. C'est un phénomène sociétal aussi, tout le monde en parle. On ne peut pas ne plus en parler. Ce que je veux te dire, c'est que je vois revivre avec cette classe d'actifs la même chose qu'avec Internet en 2010. Je fais un parallèle parce qu'il est vraiment probant dans mon analyse. Et le CGP, je te dis, je pense que 8 clients sur 10 lui disent « Qu'est-ce que vous en pensez, cher conseiller ?» ou « Je voudrais en faire » ou « J'ai entendu parler de ceci ». Bon, avec toutes les amalgames qu'on peut avoir, mais c'est un sujet qui revient systématiquement. Et maintenant, quand j'assiste à des réunions professionnelles où on ne parle pas du tout de crypto-monnaie, dès qu'il y a la pause café, ça ne parle que de ça.
Est-ce que tu conseilles plus à un CGP d'orienter vers des cryptos à un profil B2B ou est-ce que il faut aussi en parler à un particulier? Parce que j'imagine que le B2B, il peut aussi se projeter sur des projets ou voir le métaverse, enfin tu vois. Donc il a déjà plus ou moins à long terme une espèce de projection aussi où il se dit ça va être incontournable. N'oublie pas qu'il faut mettre en perspective cette classe d'actifs avec la situation des marchés qui arrive un peu à bout de souffle. Et tout secteur d'activité a besoin de renouveau. Et le secteur de la finance, pour faire large, c'est-à-dire les placements au sens général, bah, ça tourne un peu en rond. Il y a peu d'innovation. Je parle de produits, hein, il y a peu d'innovation. Et ces cryptos, c'est le nouveau truc, quoi, d'accord ? Donc à un moment donné, ça apporte un vent d'air frais, un vrai vent de fraîcheur, et ça arrive au moment même où le momentum de marché est au plus haut. Et dont on sait, là, on le sait que ça va dévisser sur les 6-12 mois. On le sait très bien, on fait tous semblant de ne pas le voir arriver, mais on le sait tous. Donc c'est aussi un moment opportun au sens noble du terme pour les professionnels de s'y intéresser parce que finalement l'avenir il est peut-être là en fait. Enfin moi j'en suis convaincu, mais ça n'est que mon point de vue. Et donc le virage on va le prendre. Comme il y a 10 ans ils ont pris le virage progressivement d'Internet, et bien là ils vont prendre ce virage des cryptos parce qu'il est le bassin de déversement du nouveau cash de l'ancien monde vers le nouveau monde. Alors restons sur le profil du client final, hein, mais ça intéressera sûrement tous les CGP qui nous écoutent pour savoir à quel moment parler et comment parler des cryptos. C'est quoi le bon moment pour investir et quand rentrer sur les marchés ? Alors juste avant de répondre, Karine, je dirais que si je devais donner un conseil à mes confrères, et je ne pense pas qu'ils aient besoin de moi, mais ils n'en parlent pas. Ils laissent le client leur en parler. Donc, déjà. Ne pas avoir peur d'en parler. Alors, quand le client en parle, ne pas avoir peur d'en parler. Mais ce n'est pas eux qui doivent mettre le sujet sur la table. D'accord ? Parce qu'encore, le conseil en crypto-monnaie est encore une zone un peu grise. D'accord ? Il y a beaucoup d'hypocrisie, on ne va pas se mentir. Mais tu crois qu'ils n'en parlent pas parce qu'ils ne maîtrisent pas le bien sujet sûr. Ou parce que, je ne sais pas, je dis peut-être une bêtise, tu vas me corriger, mais parce que même en termes de après, suivi, dématérialisation, administratif, c'est un millefeuille pas possible. Mais tu rigoles, beaucoup non moins. Beaucoup plus simple. Mais beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Aujourd'hui, quand tu as un client qui a un contrat d'assurance vie, que tu veux faire un arbitrage, c'est-à-dire je veux vendre la ligne A et mettre l'argent sur la ligne B. Ah ben je le sais, moi je le fais souvent, j'ai 3 pages à signer. 4 papiers que tu dois scanner, tu Absolument. as un assureur sur 4 qui accepte la signature électronique, c'est traité par un être humain qui doit vérifier la compliance, qui n'est pas là, donc tu perds 4 jours, entre-temps les marchés ont dévissé, donc ton client n'est pas content, donc tu dois compenser. Là, l'arbitrage, clic, ça y est, c'est fait. À 2h du matin, évidemment, hein, ça marche aussi. Donc c'est une révolution. Donc pour revenir à ce que tu disais, la première chose, formez-vous. Se former. Formez-vous. Vous avez vos croyances, vos a priori, et après au moins vous aurez une matière intellectuelle suffisamment dense pour avoir un avis pertinent. Bon, aujourd'hui on entend beaucoup moins que c'est pour le terrorisme et la drogue, etc. Ils ont compris que c'était un peu bullshit. Maintenant le sujet c'est ESG, donc le sujet il est environnemental et d'où vient la consommation énergétique et comment écologique. Mais pour revenir au cœur de ta question, laissez les clients venir aborder le sujet. Mais préparez-vous, c'est-à-dire formez-vous. Et il y a aujourd'hui suffisamment de matière sur Internet. Moi, j'ai un site qui s'appelle Format Crypto qui donne de la formation pour les professionnels. J'ai sorti un livre qui est à destination de mes confrères. C'est simple, c'est pas technique. Bah après, tu dis ça, mais c'est simple pour un CGP qui a fait son master il y a 6 ans et qui est déjà aussi habitué à aller tout le temps sur Internet et avoir son smart en permanence. Mais pour un CGP senior qui a plus de 30 ans de bouteille de métier, c'est peut-être plus compliqué ce virage à prendre aussi. Un CGP senior qui a plus de 30 ans de métier, peut-être qu'il n'a pas la clientèle qu'il lui demande aussi. Finalement, on a la clientèle qui nous ressemble. Mais j'ai été à Surfing Bitcoin, qui était le gros événement de la crypto et du Bitcoin fin août à Biarritz. J'ai interrogé beaucoup de CGP, justement, qui étaient sur place. Des trentenaires, ils font quasiment que ça, en fait. Ouais, ils sont un peu passionnés aussi, non ? Ils sont passionnés. En tout cas, ils sont... Curieux. Oui, curieux, passionnés, très, très compétents, mais surtout, tu parlais des millennials qui, eux, investissent leur argent. Les CGP qui rentrent sur le marché, là, les jeunes, pour eux, c'est une classe d'actifs obligatoire dans leur portefeuille. Ouais, ils ne se posent même plus la question. Non, mais tu ne peux pas ne pas en avoir. Parce qu'ils ont des clients qui ont 30 ans, et les clients qui ont 30 ans, ils vont te la demander systématiquement. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont en faire. D'ailleurs, quand tu vois les premiers investissements, c'est 1000, 2000, 3000 euros. On y met un petit doigt de pied pour y goûter, pour voir, ce qui est bien. Alors, justement, on revient sur ma question tout à l'heure. Quand rentrer sur le marché et
quel moment choisir? C'est quand le bon moment pour rentrer sur des cryptos? J'ai envie de dire, est-ce qu'en ce moment, c'est le bon moment? Alors, normalement, je peux pas te dire quand est-ce que c'est le bon moment parce que c'est à la Tellement fois jamais, volatile mais que- bien sûr, ouais. c'est jamais et toujours. Mais quand tu regardes les Non, mais il n'y a chiffres, pas alors des si. signaux, des... Le fait est qu'au moment où on se parle, en gros, la capitalisation globale du marché de toutes les crypto-monnaies au moment où je te parle, c'est un peu moins d'1 trilliard. Ouais. Au plus haut, il était à 3 trilliards. Donc, mes confrères qui m'écoutent, ils savent faire les maths. Donc, on est un marché qui est 60% moins capitalisé qu'il ne l'était il y a 6 mois. Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée ? A priori, oui. Bon. Maintenant, on s'attend quand même encore à une petite correction, là. D'accord ? On s'attend encore à une petite Oui, mais correction. trop attendre, c'est pas trop attendre? Sauf on va quoi ? On va dévisser quoi ? 2-3 000 dollars de Ouais, plus ? ouais. On vise un bitcoin à 500 000 dollars dans 10 ans, peut-être. Mm. Qu'est-ce qu'on va s'embêter à rentrer maintenant dans un mois ? La porte d'entrée est plutôt bonne. Est-ce qu'elle est bonne maintenant ou la semaine prochaine ? Je n'en sais rien. Moi, je ne bouge pas mes positions de toute manière. Mais maintenant, pour répondre à cette question, c'est plutôt oui, un meilleur moment maintenant. Je pense qu'on va encore un peu corriger. Quand le bitcoin est bas. Mais bien sûr. Bien sûr. Information très importante, j'ose imaginer que les professionnels qui nous écoutent le savent, mais BlackRock, qui est le plus gros fonds de gestion au monde, 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, c'est-à-dire 3 fois le PIB de la France, une broutille, vient de passer un accord cet été avec la grosse marketplace qui s'appelle Coinbase, qui est la grosse plateforme d'achat de crypto, pour ouvrir la possibilité à leurs clients et d'investir maintenant dans les crypto-monnaies dans leur portefeuille. Si tu prends 5%, 3% du portefeuille de BlackRock dans les 24 mois qui rentrent sur les cryptos, c'est un tsunami de cash qui va arriver. Juste ce symbole-là, je le donne parce que d'abord, il est important dans la symbolique, c'est que le plus gros institutionnel mondial, dont le patron Larry Fink disait encore il y a 3-4 ans que tout ça c'était bullshit, il y va maintenant. Voilà. C'est un indicateur intéressant. Pour revenir à ta question, je pense qu'on est sur plutôt un bon momentum pour rentrer. Ouais. Mais en revanche, on garde longtemps. Et on n'y touche pas. On n'y touche pas. Je me souviens t'avoir posé cette question. Est-ce que la crypto, c'est un petit peu comme un compte en gestion de portefeuille où on peut faire des petites ou des revenus comme les SCPI tous les trimestres? Est-ce qu'il faut l'aborder de cette façon-là ou pas du tout? Non, alors ça n'est pas un produit de distribution. Ouais. On n'attend pas à avoir des liquidités qui tombent tous les 2-3 mois. C'est pas le but en fait, c'est pas la philosophie de la crypto. La crypto sur l'approche financière et investissement, c'est un actif de capitalisation. C'est un placement. C'est un placement de capitalisation. Enfin, les SCPI aussi, c'est un placement, mais qui te sert de ce qu'on appelle de la distrib, c'est-à-dire du revenu, de la rente, tu l'appelles comme tu veux. La capi, c'est tu places et tu laisses grossir le bébé, quoi. Mais à tout moment, tu peux vendre. Évidemment, à tout moment, tu peux vendre. Alors, si on rentrait dans le détail, mais on n'a pas le temps, tu peux placer tes cryptos, ça te génère des rendements, mais ces rendements ne te sont pas versés et c'est à toi de les vendre, de les racheter. Donc, tu as quand même... même... l'assurance vie, en fait. Sauf que l'assurance vie, à chaque fois que tu rachètes, tu es taxé. Tu es taxé sur les cryptos quand tu rachètes ? Bien sûr, tu es taxé. De l'ordre de combien ? 30%. Flat tax. Donc, c'est considéré comme une valeur mobilière au niveau des impôts. Le formulaire, pour être un peu technique, c'est le CERFA 3916 pour les amateurs de paperasse. On est obligé de déclarer... Alors justement, d'un point de vue fiscal, est-ce que c'est intéressant d'investir dans les cryptos ? Ah oui. Tu fais de la déduction ? Ah, bonne question. Non. Alors, ce qui est génial, c'est que l'administration fiscale dit on considère que c'est une valeur mobilière, parce qu'on ne va pas s'empêcher de vous prendre un petit peu d'argent quand même en passant. Donc, on le taxe à 30% comme n'importe quelle autre valeur mobilière. Ça me va. Mais en revanche, tu ne peux pas déduire tes moins-values. On peut taxer les plus-values, mais pas déduire les moins-values. Bon, ok, c'est le jeu. Mais enfin, cela dit... C'est pas imposable, hein, en tout cas. Comment ça ? La plus-value est imposable. La plus-value, voilà. Ah bah non, tu peux mettre 1 million d'euros, tu n'es pas taxé. Mais si tes 1 million deviennent 3, bah les 2 millions sont taxables à 30%. Okay. Mais comme de toute façon, le seul conseil que je puisse donner à cette antenne, c'est de le garder 10 ans, repousser le problème dans 10 ans. Et d'ici là, je ne sais pas quelle sera la fiscalité de la crypto. Donc tant que vous restez dans votre écosystème crypto, c'est-à-dire que tant que vous faites vos achats, vos reventes, vos changements de crypto, etc., mais que vous restez en crypto-monnaie, vous n'êtes pas taxé. Donc les erreurs, on a vu quand on débute, c'est de prendre la crypto comme quelque chose avec laquelle on aura un rendement. C'est pas du tout pour avoir un peu de cash. Les erreurs aussi, c'est de rentrer quand la crypto est trop haute. C'est pas une erreur, ça. C'est pas une erreur. C'est pas un bon moment. C'est pas un bon calcul quand même. C'est pas un bon calcul. C'est pas une erreur parce qu'en fait, quand tu pars du principe, alors c'est mieux de l'acheter pas cher, mais quelqu'un qui serait rentré à 60 000, ce serait une erreur de le vendre à 20 000. Non, mais bien sûr, il faut que tu fasses une plus-value, c'est le but. Mais donc, tu le gardes sur le long terme. Non, l'autre erreur importante, surtout qu'il faut rappeler, et on en a beaucoup entendu parler cet été,
c'est de bien comprendre qu'il y a plein de sites pour rentrer sur la crypto-monnaie. Il y a des sites centralisés, Binance, CoinHouse, Coinbase, Kraken, il y en a plein. Et quand tu rentres sur ces sites, ils sont a priori des sites sérieux. Ils sont réglementés, PSAN quand c'est en France, ils sont identifiés par l'ICC aux États-Unis, ils te demandent ta pièce d'identité, ils vérifient l'origine de tes fonds. A priori, c'est carré comme un système bancaire. Mais comme on est dans la DeFi, donc la finance décentralisée, tu as aussi des sites totalement décentralisés, donc exempts de tout contrôle. Et il y a eu beaucoup d'escroqueries. Et donc le meilleur moyen de se faire avoir, c'est de commencer par ces sites-là. Donc si vous voulez faire un premier pas, faites-le sur les trucs un peu pépères. Rentrez sur une grosse plateforme qui t'a payé des frais, on s'en fiche. Tu vas payer 3-4% de frais, on s'en fiche. Et c'est propre. Voilà. En tout cas, c'est des plateformes que tu conseilles qui sont régularisées ou régulées par l'AMF et de créer et d'avoir absolument le fameux PSAN. KYC. Voilà. Que tous les CGP connaissent. Le KYC, c'est le Know Your Customer, un audit patrimonial. Mais surtout, tu parlais de l'AMF. Dans le doute, vous tapez sur votre moteur de recherche préféré liste blanche AMF PSAN. PSAN, je rappelle, prestataire de services d'actifs numériques. Et l'AMF a publié une liste de sites, on va dire, recommandables. Un premier pas dans les crypto-monnaies, vous commencez par ça. Si tu aurais une seule crypto, une seule, que tu devrais choisir. Alors tu vas me dire à l'instant T, c'est pas évident, mais... T'en as toi des cryptos à titre perso? Ah oui, j'en ai. J'en ai une vingtaine. Laquelle t'as fait le plus de sueur froide et dans laquelle t'as toujours quand même été confiant? En fait, j'ai plein de stratégies différentes, mais les cryptos dans lesquels j'investis ont des modèles économiques et donc des potentiels très différents. Mais pour répondre à tes questions, probablement l'Ether. Le TH, donc, qui vient de connaître là, il n'y a pas longtemps une évolution majeure. Mais l'Ether, le Bitcoin, c'est l'or digital, on l'a dit, donc c'est une réserve de valeur. L'Ether, c'est au moment où on se parle, le leader dans l'écosystème crypto de toute la technologie transactionnelle d'échange de flux. D'accord ? C'est comment l'expliquer ? C'est le câble téléphonique des années 30, quoi. C'est lui qui donne les échanges au monde. Le jus. C'est pas lui qui donne le jus parce que c'est Internet, mais c'est lui qui donne la rapidité d'exécution. Okay. Et sa récente évolution a multiplié par 1000 son nombre de transactions. Et toutes les autres se branchent sur l'Ether. Donc, il est un peu la référence pour le moment. Tout l'écosystème du métaverse et des NFT sont en Ether. Et les NFT, c'est une révolution énorme. Donc, probablement que... je pense que l'Ether a un potentiel énorme. Donc, c'est ton chouchou, quoi. Ouais. C'est quoi ton analyse du marché de la crypto à court, moyen et long terme ? Alors, l'analyse à court terme, c'est du bruit. Voilà, ma réponse est simple. L'analyse à court terme, c'est du bruit, ça nourrit les réseaux sociaux et les médias. Qu'est-ce que tu réponds aux détracteurs qui disent que, on le savait bien, ça ne tient pas la route dans cette situation, on rappelle, d'inflation et de possible récession à très court terme? Alors, question bête, mais c'est pas grave, je la pose quand même. Est-ce que la remontée des taux des banques fédérales a un impact direct ou indirect sur les cryptos et sous quelle forme ? Alors, pour répondre à ta question, à court terme, oui. C'est que clairement, la remontée des taux dessert souvent les actifs spéculatifs. Clairement. Donc, parce que les gens ont peur, donc ils font les actifs risqués, ils n'y vont pas. Et puis, pour faire simple, remonter des taux rend les obligations un peu plus sexy. Donc, les actions sont délaissées. Et les cryptos, c'est pas des actions, mais en tout cas, c'est des actifs très volatiles. Donc, à court terme, c'est pas bon. Maintenant, ma conviction, c'est que les taux ne peuvent pas monter comme ça indéfiniment. Je pense qu'ils vont finir, comme l'inflation, par se stabiliser. Là, ça a été un peu n'importe quoi, mais ça va finir par se stabiliser. Là, tu me demandes à court terme. Je crains que malheureusement, on ait une inflation durable, mais peut-être à 3 ou 4%, ce qui est déjà beaucoup. Mais ça va, c'est encore acceptable. Et là, à ce moment-là, quand ces taux se seront un peu stabilisés, ça reportera le marché equity et le marché crypto. Et donc, pour revenir à ta question précédente, à court terme, c'est du bruit. Ouais. Ça nourrit les réseaux sociaux. À long terme, c'est un changement civilisationnel tel que c'est comme si on te disait aujourd'hui, est-ce que ça te dit d'acheter Amazon à $10 ? Sauf que tu sais ce qu'est devenu Amazon 20 ans plus tard. Pour rappel, Amazon, c'est $4 000. Je n'ai pas regardé le cours récemment, mais c'était à $4 000 il n'y a pas longtemps. Et pour l'anecdote, quand il est rentré en bourse, Amazon, il est rentré à $160, je crois. Et il est tombé justement à $10.
Et il y a un journaliste du Wall Street Journal qui a publié Amazon is a scam. Pour le traduire, personne n'achètera jamais de livres sur Internet. Un journaliste du Wall Street Journal. Ouais, c'est à $4 000 aujourd'hui et Amazon, on connaît son succès. Donc il faut du temps, il faut une quinzaine, une vingtaine d'années. Et de rentrer aujourd'hui, c'est peut-être rentrer sur un titre Amazon à $10. Peut-être, ou pas, je me trompe peut-être. Mais tu vois bien qu'il y a quand même une notion de pari, de challenge. Alors toi, c'est tout sauf un pari. C'est ton dada. C'est pas un pari. Ouais, mais il y a des gens, des profils, là, je pense plutôt aux clients des CGP, qui peuvent avoir peur, qui peuvent être curieux, mais une phrase, allez, un CGP reçoit un de ses clients, c'est un mec avec qui il bosse depuis 10 ans, il a reçu un patrimoine assez intéressant, le CGP s'en occupe depuis 10 ans, et il pose des questions sur les cryptos, il n'est pas encore décidé. Est-ce que tu as la phrase qui tue, quoi ? Le truc qui fait que tu vas le faire basculer ? Les crypto-monnaies sont les seuls actifs que vous pouvez détenir réellement dans votre poche. Sauf que c'est pas tangible, on les voit pas. Physiquement, c'est pas des billets. Tu peux me montrer ton compte en banque, là, physiquement ? Non, oui, sur mon téléphone. Ouais, c'est pareil, moi aussi. Sauf qu'il n'est pas à toi, l'argent, dans ta banque, Karine. Non, mais j'ai des billets et des pièces dans mon portefeuille, quand même, ça rassure. C'est pas à toi. C'est pas à toi. La banque a une dette envers toi. C'est pas ton argent. Tu l'as mis à disposition de la banque, Karine. Oui, mais enfin, moi, j'ai mes billets et mes pièces et je vais chez le boucher, le boulanger et j'achète direct. Comme en crypto. On peut le faire en crypto, tu vas me dire. On peut le faire en crypto. À une petite différence près, c'est que quand tu vas au Japon, il faut que tu convertisses tes euros en yens et que tu payes 5% de frais de change. Ce qui n'est pas le cas en crypto. Et que si tu as 10 milliards de dollars, c'est compliqué à transporter et les virements bancaires ne te le laissent pas faire, à moins de te prendre 5% de frais de transaction internationale. Tu peux le faire sur une clé. Non, mais je te taquine, mais c'est important parce que je pense qu'il y a quand même toute une révolution en termes de mœurs, d'approche aussi, personnelle aussi. Alors après, je n'irai pas rentrer dans le détail plus homme, plus femme. Ça serait intéressant d'ailleurs de savoir qui sont la typologie aussi des gens qui investissent dans les cryptos. C'est dangereux comme question. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, le profil type de la personne qui a envie de se lancer. Et moi, je me dis qu'il y a aussi des peurs par rapport à ça, et ça ne doit pas être évident en tant que CGP. Alors là, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, de pouvoir avoir les armes, le bon discours. Alors oui, j'ai compris, il faut qu'ils se forment. Oui. Mais du coup, il y a la technique, savoir de quoi on parle et quel produit, quel crypto proposer, mais il y a aussi faire éduquer, changer la mentalité et puis aller jusqu'à la signature et le fait d'investir en crypto. C'est pour ça que ça va prendre 10 à 15 ans. Parce qu'en fait, tu parles bien d'éducation, de changement de paradigme. Depuis qu'on est né, toi et moi, on est né avec un compte bancaire. Moi, j'ai connu les francs. Mes grands-parents, les anciens francs. On est passé à l'euro. On a connu nos pièces. Et puis, je me rends compte que j'ai plus de billets de pièces dans ma poche depuis 2 ans. Parce que je ne paye qu'avec mon téléphone, par exemple. Voilà. Il y a 10 ans, je n'avais pas de téléphone portable en smartphone et on ne payait pas avec son téléphone. Ça y est, pif, c'est changé, c'est fini. Donc tu vois comme les choses évoluent. Et ce qui est un peu bouleversant la première fois que tu mets ton téléphone sur le terminal de paiement est devenu normal 5 ans plus tard. Eh bien, c'est la même chose. Donc, de toute manière, ce changement de paradigme, il est plus fort que nous, puisqu'il est mondial. Nous, on a notre tout petit prisme en France, dans un système très bancarisé, très codifié, très orthonormé. Va demander aux 4 milliards d'habitants sur Terre de l'Inde et de l'Afrique et des campagnes chinoises qui n'ont pas de banque. Enfin, en Chine, ils ont quand même le crypto-yuan, qui transforme ou remplace les monnaies étatiques en fait. Donc bon, il y a quand même des virages qui sont en train de se prendre. Je ne sais pas, quand nous, en termes politiques, tu trouves qu'on est un peu à la ramasse en France ? Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un peu plus d'1 an, Christine Lagarde a dit, après avoir dit que ça ne reposait sur rien et que ça ne valait rien, elle a annoncé en grande pompe que la Banque Centrale Européenne allait lancer un Eurocoin, sortie prévue en théorie en 2026, donc en vrai en 2040, parce qu'ils vont commencer déjà par faire 2 ans d'études, pendant lesquelles tu as une économie qui est en train de se créer, c'est très drôle. Mais trêve de plaisanterie, l'objectif de la Banque Centrale, c'est à terme de faire disparaître, tiens-toi bien, évidemment l'argent liquide, pour des raisons évidentes de contrôle des flux. Ce sera la crypto la plus centralisée du monde, puisqu'elle sera gérée par la Banque Centrale. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie qu'elle sera au courant de toutes tes transactions. En revanche, il y a une énorme contrepartie, c'est que tu ne paieras plus les 3 ou 4,90 € par mois d'abonnement pour accéder à avoir le plaisir de pouvoir accéder à ton argent. Donc il faut bien comprendre que la révolution, elle arrive déjà et qu'on va commencer à pré-éduquer la population en leur disant tu vas passer de ton compte bancaire à la BNP ou au LCL ou à la Société Générale, un compte unique à la Banque Centrale,
en Eurocoin et tu ne paieras plus qu'avec ton téléphone portable. Ce qui me permettra, moi, Christine Lagarde, de bien suivre tes petites dépenses. Mais c'est le premier pas, c'est cette étape de transition de ce monde centralisé vers ce monde décentralisé. Et on y vient irrémédiablement. Alors moi, j'ai une question alors, et qui va peut-être te paraître bête, mais je me la suis quand même posée. D'un point de vue, tout ce qui est ESG, toute cette approche RSI, écologie, ce qui nous intéresse en ce moment depuis un bout de temps aussi, ces fameux ordinateurs, en tout cas ces fameux miners. J'aimerais comprendre malgré tout, donc c'est des gros super ordinateurs hyper puissants, ça dégage de l'énergie. Donc pour moi c'est antinomique avec le fait de, je sais pas, limiter les effets, l'effet de serre, les empreintes carbone. Je sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais comment tu me réponds là à ça ? Il me faudrait une émission entière pour te répondre. Ouais, j'imagine. L'exercice est compliqué en 2 minutes, mais d'abord, 65% de l'énergie utilisée par tous les mineurs dans le monde est déjà verte. Pourquoi, Karine ? Pour une simple question d'équilibre économique. Si ton coût énergétique est trop élevé, tu ne gagnes pas d'argent. Donc il est de l'intérêt des mineurs d'acheter une énergie pas chère. Et où est-ce que quoi une énergie pas chère ? J'y viens. C'est l'énergie qu'on a en trop plein. Je vais te donner des exemples très symboliques. Au Costa Rica, il y a un volcan qui produit des téraoctets d'énergie 24 heures sur 24. Je ne sais pas si tu connais le Costa Rica, ce n'est pas un pays qui consomme des quantités astronomiques d'énergie et encore moins la nuit. Tu le sais qu'on ne peut pas encore stocker de l'énergie. Un barrage hydraulique, donc un volcan, je te parle du volcan symbolique. Donc les mineurs viennent installer leur ferme au pied du volcan et prennent l'énergie qui est en trop plein. Je n'ai pas les chiffres, mais le Costa Rica produit X térawattheures d'énergie, mais n'en consomme que quelques mégas. Donc il y a déjà 70% d'énergie perdue. Bon, donc l'énergie, elle est très peu chère, donc économiquement rentable pour les mineurs, et elle est verte. Sauf que, en vrai, donc ça, c'est la source d'énergie est déjà majoritairement verte, et je pense que dans les 5 ans, 90-95% de l'énergie sera verte. La plus grosse ferme de minage au monde est au Texas, 100% photovoltaïque. Un petit peu de soleil au Texas. Et ce qui est drôle, c'est qu'en 2021, la Chine a interdit le minage. Très bonne idée qu'ils ont eue. 2 mois plus tard, tous les ordinateurs et les mineurs chinois étaient au Texas. Voilà. Le pragmatisme de l'économie mondiale. Je ferme la parenthèse. Le problème aujourd'hui, tu l'as dit, c'est que ces ordinateurs ont une source énergétique verte en majorité, et ça va l'être de plus en plus. Mais ils chauffent. Ils chauffent parce qu'ils tournent en permanence, parce que les calculs, ça crée du gaz à effet de serre. Voilà, ces fameuses blockchains. Sauf que, on rentre un peu dans la technique, mais il y a 2 modes de fonctionnement de la création de valeur d'une blockchain. Il y a le proof of work et le proof of stake. Et là, justement, on est dans ce fameux passage de proof of work voilà. au proof of Donc, stake. on va traduire, c'est preuve d'enjeu ou preuve Proof of work, de débat. preuve de travail, et proof of stake, preuve d'enjeu. Alors, c'est quoi la preuve d'enjeu ? C'est quand tu as miné suffisamment de crypto, tu as suffisamment de cash, tu as suffisamment de crypto pour solidifier ta chaîne. Le simple fait de les détenir va solidifier ton réseau. Et un proof of stake consomme, je sais pas, 1000 fois moins qu'un proof of work. Ça, c'est un peu technique, hein. C'est pour ça que... Non, mais il me faudrait du temps pour te l'expliquer. Mais donc, on est encore en phase de transition, si tu veux, et quand on aura un peu fini d'équilibrer et de rationaliser ce marché, mécaniquement, la consommation énergétique des ordinateurs sera bien moindre, parce que de stocker des données consomme beaucoup moins d'énergie que de faire tourner des calculs. Voilà. Parce qu'en fait, c'est pour rentrer vraiment dans le moteur, une carte à puce, une carte qui tourne, elle chauffe beaucoup plus que quand elle est à l'arrêt, parce qu'elle a juste à stocker une information. Là, on comprend ce que tu dis, ouais. Ça semble même évident. Voilà. Carl Toussaint du Watt, si on veut en savoir plus, où c'est qu'on va te chercher ? Formacrypto.fr et Hesiod.io. Tes formations, tu les mets en ligne. Comment on fait quand on veut participer à une webconférence ou pour être coaché directement par toi ? Alors, formacrypto.fr, vous m'envoyez un mail, vous avez mon calendrier directement sur le site. J'ai tout un tas de formules de conférences pour les professionnels. 9 fois sur 10, ils m'appellent et on fait du sur-mesure. Parce qu'en fonction de leur problématique, de leurs besoins, je fabrique des conférences sur mesure. Rappelle-nous quand ton livre sort et où on peut le trouver ? Merci beaucoup. Blockchain, Crypto et DeFi sur Amazon. Donc vous tapez Blockchain, Crypto et DeFi ou vous tapez Carl Toussaint du Watt sur Amazon et il est disponible depuis une dizaine de jours. Et là, du coup, un CGP qui a envie de se former, quand il a lu ton bouquin, il en sait un peu plus, il sait un petit peu plus se positionner, il maîtrise un peu les cryptos. Non, il ne maîtrise pas les cryptos, mais il a conscience déjà.
Parce que pour maîtriser un sujet, il faut des milliers d'heures, d'accord ? Mais je voulais pas faire un bouquin de 3000 pages, parce que c'est indigeste. Donc là, c'est je l'ai appelé voyage initiatique d'ailleurs. Donc c'est une initiation. C'est pour te faire prendre conscience de ce qui est en train d'arriver et t'inviter ensuite à creuser les milliers de sujets qui te gravitent autour de ça. Tu pourrais écrire 500 pages sur le métaverse, tu pourrais écrire 2000 pages sur les NFT. Moi, j'en ai fait 4 pages dans le chapitre, juste pour t'expliquer en quelques mots ce que c'est. La crypto pour les nuls, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est très général, mais c'est vraiment pour te donner un vernis initiatique et j'espère susciter en toi l'envie de creuser, auquel cas formatcrypto.fr, et là on va beaucoup plus loin, parce que là je peux avoir des formations très très précises. Notamment, je fais des formations très techniques sur comment tu crées un token. Hesiod, par exemple, développe un protocole sur la blockchain Polygon. Là, tu rentres un peu dans la technique, quoi. Dernière question, mais c'est la question qu'on retrouve dans chacun des podcasts Passion Patrimoine. C'est quoi ton leitmotiv, Karl, le matin quand tu te lèves ? Faire du bien aux autres. D'accord. Et avec la crypto, tu as le sentiment de faire du bien aux autres. En tout cas, de participer à une avancée qui pourrait faire du bien. Alors, j'ai considéré ta question comme générale. Je ne sais pas si je fais un lien direct. Faire du bien aux autres ne passe pas nécessairement par la crypto. En revanche, susciter un intérêt auprès de quelqu'un qui n'y connaît rien, voir qu'il y a des a priori et qui tout d'un coup, en échangeant avec toi, ouvre une porte qui l'invite à aller plus loin, ça c'est merveilleux. Mais ce qui me motive le matin, c'est de faire du bien. C'est-à-dire juste de terminer ta journée en te disant tu as apporté une énergie positive, tu as apporté un tout petit peu d'énergie à la planète, sous quelque forme que ce soit, c'est bon pour le karma. Bon, bah écoute, on va rester sur cette jolie pensée. Et en tout cas, nous, on aura beaucoup appris. Je l'avais promis, c'est un podcast passionnant qu'on retrouve évidemment dans la série des podcasts Passion Patrimoine. À bientôt. À bientôt, Karine, merci.